En 2024, le Sénégal s'est trouvé à la croisée des chemins. Après des années de tensions politiques et de mobilisation citoyenne intense, une transition démocratique décisive s'est amorcée. L'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence symbolise les espoirs d'un peuple qui, malgré les turbulences, a su choisir le chemin du dialogue et de la souveraineté populaire. Depuis un moment, on parle de démocratie et de comment valoriser ce système politique. Et on se rend compte en même temps, pendant qu'on enregistre ce film-là, documentaire, que certains de nos frères et sœurs du continent pensent que leur situation, les conditions de vie difficiles qu'ils traversent sont le fruit de la démocratie. Et donc, du coup, ils pensent que la démocratie est à combattre au moment où on pense qu'il faut la sauver. Il y a une forme de dissonance cognitive qui existe entre le système démocratique et la réalité sociale sur le continent. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il faut contextualiser la vie démocratique en Afrique. L'erreur qu'il faut éviter de commettre, c'est d'associer la démocratie au processus d'indépendance de nos États. Ça, on pourra y revenir. Ce documentaire explore les forces et les sacrifices qui ont permis au Sénégal de préserver son souffle démocratique et de consolider ses institutions. Nos vertus cardinales de paix, de démocratie et de solidarité sont l'une de nos plus grandes forces, une richesse inestimable que nous devons préserver à tout prix. Je rends également hommage au peuple sénégalais, profondément attaché à ses valeurs de paix et de démocratie qui, malgré les épreuves ces dernières années, a su faire preuve de maturité et de résilience en transcendant les antagonismes pour permettre une élection présidentielle apaisée, libre et transparente. Car au-delà des urnes, un rôle crucial a été joué par une population engagée, des institutions républicaines, des médias indépendants et crédibles, une diaspora vigilante et d'un dynamisme efficient, ainsi que des régulateurs sociaux qui ont joué pleinement leur rôle. Je suis le colonel Tabaski Diouf, retraité de la gendarmerie nationale depuis 2017, commandant de la gendarmerie mobile, inspecteur interne de la gendarmerie et puis responsable des ressources humaines aussi, de la logistique. J'ai eu aussi une expérience dans les opérations de maintien de la paix au sein de la MINUSTAH en Haïti et au sein de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Je suis commandeur dans l'Ordre national du Lion et commandeur dans l'Ordre du Mérite. Je m'appelle Amadou Tidiane Won. Avant, je disais ancien ministre. Entre-temps, je suis devenu ministre. Ce qui fait que, ça peut être un raccourci entre les deux. Il y a eu ambassadeur, il y a eu l'ANOCI, il y a eu l'écriture, il y a eu beaucoup de choses. Je m'appelle Tcherno Souleymane Diop-Niang. Je suis chercheur en relations internationales et je suis membre de la société civile sénégalaise. Je suis Ndoro Ndiaye. Je suis une grand-mère, une mère de famille et un enseignant de l'université. Je suis professeur titulaire des universités et ma discipline est l'odontostomatologie et surtout la branche de santé publique. J'ai été directrice de l'Institut d'odontologie et de stomatologie de la faculté de médecine de Dakar. Et après cela, je suis rentrée dans le gouvernement du président Abdou Diouf en 1987.
Mame Gor Ngom, journaliste, auteur, directeur général du Bureau d'information et de communication du gouvernement. Je m'appelle Aïcha Dabo, activiste pro-démocratie, coordinatrice des programmes de Africtivist, qui lutte pour la consolidation de la démocratie, de la gouvernance des droits humains en utilisant les technologies numériques. Dès les premières lueurs de la crise, la société civile sénégalaise s'est mobilisée comme un rempart contre la dérive autoritaire. Syndicats, mouvements sociaux, acteurs culturels et cultuels ont formé une alliance stratégique avec les acteurs politiques pour préserver la démocratie. Au cœur de cette dynamique, la notion de respiration démocratique a été réaffirmée, marquant l'importance de la limitation stricte à 2 mandats présidentiels consécutifs. Face aux tensions de contournement des règles constitutionnelles, ces forces ont su rappeler que la démocratie est un bien collectif à défendre à chaque génération. Quels sont les ingrédients qui ont permis qu'on en arrive déjà à ce stade? Pour parler de petites victoires de la démocratie, c'est de l'ordre de 4 éléments. Le premier, c'est une population mature, responsable et consciente de son rôle de citoyen et de vigie, de sentinelle de la démocratie. Mais cela n'est pas tombé du ciel. C'est un processus. Une population qui, pendant plus d'une vingtaine d'années ou plus, a su apprendre du passé et a su aussi tirer les leçons des événements politiques du passé pour se forger une réelle identité citoyenne, se forger une réelle conscience citoyenne. Et je peux dire que notre rôle a été plus ou moins marginal, dans la mesure où véritablement il faut reconnaître que nous avons tous été poussés par le bas vers le haut, par une jeunesse engagée, résolue, déterminée à changer son avenir. Face à ces coups de boutoir d'une aspiration à un avenir radieux, les plus lucides d'entre nous se sont dit il faut accompagner, pour le moins. Certains l'ont fait par leur plume, certains sont parfois descendus sur le terrain dans des manifestations, d'autres ont participé à des débats et ont pris position sur le fait que ce pays, si jeune, méritait de donner la parole à sa jeunesse, surtout que celle-ci est bien formée, bien informée, connectée sur le monde et peut construire un devenir de ce pays sur le continent africain qui soit à la hauteur de notre histoire. Et je pense que la société civile a joué un rôle pivot. Quand je parle de rôle pivot, c'est grâce à la société civile que nous avons pu non seulement accélérer le processus électoral pour aller vers une élection, dans la mesure où le président Macky Sall voulait reporter les élections avec l'onction de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il y a eu une levée de bouclier de la société civile. Et ça a été extraordinaire parce que pour la première fois, toute la société était vent debout derrière des principes. Et ces principes, ce sont des principes démocratiques tirés de la Constitution, la Charte fondamentale. Pour dire que nous sommes le Sénégal, nous avons une tradition démocratique, nous élisons nos présidents. Et c'est pourquoi je pense que ça a été une très bonne chose, que cette société civile soit unie. Ce que des gens comme moi ont estimé, c'est que nous regardons trop dans le passé. La plupart des gens se vantent de leurs arrière-grands-parents qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Et nous tombons dans une génération qui est en rupture avec ce passé parce que les nouveaux outils ne racontent pas le passé. Ils anticipent sur l'avenir et les progrès technologiques sont tellement pressants, tellement pressés qu'on n'a pas le temps de se retourner. C'est vrai que l'activisme numérique existe depuis un moment au Sénégal, ça ne date pas de maintenant. On se rappelle de la mobilisation contre le mandat de Abdoulaye Wade en 2011-2012.
Mais cette fois-ci, avec cette génération qu'on appelle génération Z, elle était un peu plus virulente. Et aussi les outils, en fait, les nouveaux outils qui ont été développés depuis 2018, que ce soit en termes de plateformes numériques ou de réseaux sociaux, ont en fait facilité le dialogue public à grande échelle. Parce que, bon, juste pour se limiter aux 3 dernières années, entre 2021 et 2023 jusqu'en 2024, il y a eu un rétrécissement exécrable de l'espace civique, physique au Sénégal. Il y a des données qui montrent que beaucoup de manifestations, en fait, étaient toujours refusées. Si je peux utiliser ce terme-là. Donc, de plus en plus de personnes se basculaient sur le numérique, l'espace, le cyberespace, mais aussi les politiciens. L'informatique a rencontré nos démocraties au moment où nos élites politiques n'ont pas eu le temps de se préparer pour intégrer cette dimension technologique dans nos processus démocratiques. L'informatique aussi a rencontré la démocratie africaine au moment où la population a eu cette demande de prise de parole et a eu cette envie de s'exprimer et de devenir des acteurs vraiment d'un système qui doit les prendre en compte. Cette rencontre entre aussi l'informatique et la démocratie a eu au moment où les médias devaient s'ouvrir et ne devaient plus non plus répondre à des dictats venant de régimes politiques ou venant d'opérateurs économiques qui devraient forcément leur indiquer leur ligne éditoriale. La liste, elle est longue, mais on peut aussi retenir le fait que cette rencontre a eu au moment où nous, tous usagers, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer pour nous retrouver dans Internet, dans des environnements cyber. Et donc, naturellement, on parle de cyberdémocratie. On ne peut plus envisager ou faire une réflexion prospective sur la démocratie sans pour autant intégrer le numérique et la technologie numérique. Ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal a continué à jouer ce rôle de balise, de lumière démocratique. Le Sénégal continue d'être un exemple. Et cet exemple-là, le Sénégal l'a été, de par, comme je le disais, sa trajectoire diplomatique, institutionnelle, politique, avec les grands hommes qui ont su façonner la trajectoire de ce pays-là. Je pense que ces dernières élections ont fini de démontrer que l'espoir reste intact, en tout cas autour de l'institution qu'est le Sénégal. Tout ça, c'était pour éduquer, sensibiliser, informer, archiver, mais surtout préserver les acquis. Préserver les acquis parce que, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup se sont rendus compte que la démocratie n'est jamais acquise, que c'est quelque chose qu'il faut toujours maintenir et ce n'est pas nécessairement quelque chose de tangible, donc il faut pouvoir le préserver. Et ça se passe au niveau de l'humain, en sensibilisant davantage le citoyen, ce que devrait être son rôle, quels sont ses droits, mais aussi quelles sont ses responsabilités. C'est une lutte de tous les jours et que personne n'a l'apanage ni la primeur d'avoir les clés et la bonne manière pour réussir une démocratie. La démocratie, il faut qu'elle soit inclusive d'abord, il faut qu'elle soit participative, que les gens y participent. Et je pense qu'il faut une reddition de comptes systématique et claire et transparente et nette qui demande beaucoup d'efforts. Mais ce qui demande surtout une chose à laquelle moi je tiens beaucoup, la démocratie n'est pas une affaire d'ignards. Les ignorants ne peuvent pas conduire la démocratie. Parce que la démocratie demande une connaissance claire, une connaissance claire des enjeux et des défis que nous rencontrons tous les jours. Et la démocratie aussi demande une capacité à recevoir
je dis entre guillemets des coups, mais des choses contraires auxquelles on pense en priorité. Parce que on ne peut pas avoir la prétention d'avoir toujours le bon rôle, le bon côté, etc. etc. Et ça me permet un peu de me remémorer l'action de Arsounou Élection. Je faisais partie de cette entité-là. Dès le départ, comme je le disais, quand ce mouvement est né, porté sur les fonds baptismaux, et qui a réuni beaucoup de sensibilités, comme je le disais. Et les sensibilités, elles étaient diverses. Elles venaient non seulement de la société civile, elles venaient aussi des syndicats, des commerçants, des industries, des enseignants et de l'université. Je pense que c'est pourquoi ça a été intéressant, parce que les tâches ont été réparties. Les universitaires ont beaucoup réfléchi, beaucoup écrit. Je me rappelle cette belle tribune qui a été portée par le professeur Babacar Gueye avec le professeur Alioune Sall, mon maître et d'autres, qui ont permis pour moi de démontrer que juridiquement, constitutionnellement, il fallait aller à des élections. Je pense que ça a été une très bonne démarche juridique. À côté de cela, comme je le disais, il y a eu des marches qui ont été organisées, il y a eu des sittings qui ont été organisés, il y a eu des conférences de presse qui ont été organisées. Et vraiment, il y a eu vraiment, comme je le disais, des actions qui ont été menées sur tout le territoire sénégalais. Tout le monde a été porté par un seul élan, celui d'un changement, d'un renouveau, mais surtout de la sauvegarde du Sénégal, de l'institution, donc de la Constitution. C'est tout cela qui a permis d'en arriver à avoir cette masse critique d'une population qui est plutôt ou plus ou moins mature, responsable et consciente. Consciente de son rôle de vigie et de sentinelle. Ne cherchons pas à avoir des leaders charismatiques. Ne cherchons pas à avoir des leaders politiques populaires. Ne cherchons pas à avoir des adversaires, des opposants politiques charismatiques. Cherchons à avoir une population consciente de sa citoyenneté, consciente et mature. Et c'est de cette population que va naturellement émerger un leadership politique capable de porter les aspirations de la nation. Dans ce contexte tendu, l'armée sénégalaise a joué un rôle crucial en restant fidèle à son serment républicain, refusant des incitations subtiles à soutenir une continuité du pouvoir par la force. Elle s'est tenue en garante des institutions, offrant ainsi au peuple un cadre stable pour s'exprimer librement. Cette posture exemplaire de l'armée est une leçon de professionnalisme et d'intégrité pour l'ensemble de la région, souvent marquée par des coups de force militaires. Le deuxième élément qui nous a permis d'en arriver à ce qu'on pourrait appeler une petite victoire de la démocratie, c'est le fait d'avoir des institutions républicaines. Et dans l'institution républicaine, permettez-moi d'y intégrer l'armée. L'armée sénégalaise est une armée modèle, référence, un exemple qui pourrait servir de cas d'école pour beaucoup. Les armées, parce qu'au sein des forces armées, il faut quand même faire la distinction entre les armées qui sont sous les ordres du chef d'état-major général des armées et la gendarmerie qui est sous les ordres du haut commandant de la gendarmerie nationale. Okay? La gendarmerie nationale et la police nationale forment ce qu'on appelle les forces de police. Okay? Donc les armées n'ont jamais été impliquées dans ces événements de 2021 à 2024. Je pense qu'on a des armées républicaines, en tout cas qui n'ont jamais voulu être mêlées à ces dissensions politiques. Et je pense que ceux qui ont passé à un certain moment que les armées pouvaient prendre le pouvoir, c'est parce qu'ils ne comprennent pas quel est le degré de patriotisme de nos armées. On a des outils sur lesquels on doit se baser, ou les outils qu'on doit utiliser pour rassurer
ne serait-ce que pour rassurer ceux qui écoutent et ceux qui regardent les choses se transformer. On est en plein processus de transformation structurelle, sociale, politique dans le pays. Sur le plan purement immatériel, il faut une gestion sobre, vraiment. Il faut une gestion, je dirais, vertueuse, comme le disait Macky Sall, mais il le faut. Il faut montrer un bon visage, c'est-à-dire une volonté ferme de vouloir changer les choses, surtout sur le plan immatériel. La direction, c'est d'aller vers l'essentiel, de satisfaire les Sénégalais et de faire de telle sorte que l'arrogance disparaisse de nos mœurs politiques. Donc nous avons là quelques pistes. Au-delà de ça, vous savez, ce que moi je considère comme la culture, je vais vous donner un exemple concret. Nous avons un levier de gestion des conflits qui s'appelle la parenté à plaisanterie. C'est un levier culturel important. Aujourd'hui, pour recoudre la nation sénégalaise, on pourrait concevoir une semaine de la parenté à plaisanterie chaque année. Il y a une manière de recoudre une nation. C'est un peu comme le Ubuntu là-bas en Afrique de l'Est. Nous avons véritablement un certain nombre de choses que l'on doit porter à la modernité. Mais nous avons laissé ces choses en l'état. Que pouvons-nous faire? Il faut rendre hommage aux forces de police parce que ce qu'on a vu et ce qu'on ne voit pas sont deux choses différentes. Il y a de très belles choses que même en 2021 et 2024, les forces de police ont accompli. Mais malheureusement, ce qu'on voit au maintien de l'ordre, au rétablissement de l'ordre, il se trouve malheureusement qu'il y a eu de vilaines choses, des abus qui ont été posés, et ça, il faut le reconnaître. Et je pense qu'avec le changement, les autorités qui sont actuellement à la tête des forces de police savent qu'ils doivent rendre effectif un retour à l'orthodoxie parce que ce soit le gendarme et le policier, ils sont au service de l'État, mais ils sont aussi au service des citoyens et ils doivent, dans tous les actes qu'ils posent, dans l'exécution de leur mission, respecter les droits de l'homme. L'armée sénégalaise a su garder cette posture républicaine, responsable, formée et très, très, très soucieuse de l'équilibre institutionnel, de l'équilibre national et de l'équilibre politique. Et c'est le lieu de le dire, c'est la grande muette. Elle ne s'exprime que rarement. Mais nous, société civile, acteurs de changement, quand nous avons la possibilité d'en parler, il faut le dire. Mais aussi, il y a la formation que nos militaires ont reçue. Ils ont été très bien formés et parce qu'en fait, on a eu beaucoup de Sénégalais qui, même avant l'indépendance, avaient des fonctions importantes au sein des armées françaises. Donc on a eu vraiment de grands chefs militaires au début de l'indépendance qui nous ont bâti une armée républicaine et patriotique. Et c'est cet héritage que nous essayons, en tout cas jusqu'à présent, de faire vivre. Il y a eu une demande d'avis sur l'éventualité d'un troisième mandat. L'avis a été donné très rapidement, très vite, sur l'impossibilité de briguer un troisième mandat compte tenu de la disposition constitutionnelle qui règle le problème et vu le fait que le président venait d'exercer 2 mandats consécutifs. Ça a peut-être influé sur la décision de renoncer à cette tentative de troisième mandat.
paysage médiatique sénégalais a été soumis à des pressions incessantes, mais n'a jamais failli à son rôle d'informer et de dénoncer les abus. Malgré la censure, les arrestations de journalistes, les coupures d'Internet et les tentatives d'intimidation multiformes, les médias indépendants comme Walfadjri et les plateformes citoyennes sur YouTube comme Khala TV et tant d'autres ont continué à être les porte-voix des aspirations populaires. Des relais qui ont garanti que la quête de transparence et de justice soit entendue à chaque étape de la transition. Le troisième élément, c'est d'avoir un univers, un écosystème des médias, un écosystème informationnel qui a aussi eu son temps d'engagement et de prise de position patriotique. Patriotique pour ne pas rentrer dans tout ce qui est propagande politique ou populisme, mais patriotique allant dans le sens de défendre les intérêts de la nation en s'appuyant sur les aspirations des populations. Donc le rôle de la presse en ce moment, c'est un rôle qui est déterminant. Bon, malheureusement aussi, il y a la presse elle-même était même en crise. On se rappelle que les journalistes avaient du mal à couvrir correctement les événements. Il y avait beaucoup de violences, aussi bien qui ont été subies par des journalistes ou bien par des acteurs de la presse, par des techniciens autres de la presse. Donc ça a rendu un peu difficile le traitement de l'information. On se rappelle même qu'il y a eu beaucoup de fake news, qu'il y a eu beaucoup de manipulations autour de cette question. Je me rappelle cette photo avant même le début de l'affaire, dite affaire Adji Sarr. On confondait les photos de Adji Sarr à d'autres personnes. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a de la désinformation ou mésinformation qui se passe et qui est un problème majeur dans l'espace numérique. Donc, arriver à sensibiliser les uns et les autres pour qu'ils puissent en fait faire la différence. Parce que certains se désengagent quand ils voient qu'ils sont inondés de beaucoup de désinformations ou bien d'informations qu'ils ne peuvent pas vérifier. Donc, lorsqu'on peut, en tant que citoyen, pouvoir identifier quelle est la vraie ou la fausse information ou pouvoir, à travers l'éducation aux médias, savoir quels sont où est-ce que je peux avoir la bonne information et ne pas être manipulé par, que ce soit l'État ou bien d'autres acteurs locaux ou étrangers? Oui, la presse a joué un rôle quand même, parce qu'on se rappelle en 2000 déjà, le président même qui était là, Abdoulaye Wade, disait que c'est grâce à la presse qu'il est arrivé au pouvoir. Bon, les journalistes pensaient que c'est eux les principaux acteurs. Certains journalistes, du moins, pensaient que c'est eux les principaux acteurs qui ont lutté pour que l'alternance ait lieu. Bon, c'était un peu une erreur d'appréciation parce qu'ils ne faisaient que leur travail. En 2012 aussi, la même situation s'est reproduite avec l'arrivée de Macky Sall. En 2000, c'était des téléphones portables. En 2012 aussi, c'était les téléphones, les directs qui ont permis à l'élection d'être une élection très transparente et que Macky Sall gagne au second tour. Mais à côté de la presse, il y avait d'autres acteurs, c'est-à-dire il y avait les réseaux sociaux qui ont pu jouer un rôle très important dans cette élection. Donc la presse, certes, a fait un travail, le travail normal, mais l'apport des réseaux sociaux a été déterminant parce que les réseaux sociaux, en quelque sorte, surveillaient aussi la presse. Nous ne sommes plus en un moment où la presse est seule dans l'espace médiatique. La presse est dans l'espace médiatique avec d'autres acteurs. Les autres acteurs ne sont pas forcément des journalistes, ne vérifient pas forcément les informations, ne font pas certainement la triangulation, mais ils sont des acteurs médiatiques et ils ont pu jouer un rôle très important. Donc il ne faut pas que les journalistes, que nous journalistes, il ne faut pas qu'on pense que nous sommes les principaux acteurs, et je pense que les gens de plus en plus sont conscients de ça. Et à côté des journalistes, il y a aussi les réseaux sociaux, même si les journalistes aussi sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est un espace où les gens discutaient des problèmes, documentaient les abus, archivaient les abus, en les géolocalisant aussi, faisaient de la
du fact-checking en direct. On se rappelle de la désinformation étatique qui a été debunk par les vidéos et photos qui existaient par rapport à l'implication de terroristes qui étaient du côté des manifestants pour faire face à la police. Donc tout ce qui s'est passé en fait ces 3 dernières années et surtout en 2023-2024 ont été documentés. Et ça, avec l'alimentation continue du hashtag Free Sénégal. Construire ensemble des dispositifs, réfléchir ensemble pour avoir des réponses. C'est ce que la société civile fait. C'est ce que moi, en tant qu'acteur de la société civile, j'essaie de faire. C'est ce que beaucoup ont essayé de faire et c'est ce qu'ensemble, nous, on a essayé de faire en 2012 en venant mettre en place un dispositif de monitoring d'un processus électoral et de monitoring d'une élection présidentielle en s'appuyant exclusivement sur les réseaux sociaux, ce qui n'avait jamais été encore fait dans un pays africain. Le mot qui vient en tête, c'est la crédibilité. Lorsqu'il y a une synergie, on peut faire bouger la montagne, Macky Sall et son régime. Et je pense qu'aujourd'hui, cette même dynamique-là qui nous a fait réussir l'organisation ou la tenue d'élections présidentielles doit continuer. Je suis convaincu que si on ne sort pas de la crise morale, nous ne pourrons pas développer notre pays à la vitesse qu'il faut. Et je peux dire la même chose pour beaucoup de pays africains aussi. Okay? Donc, comme nous avons des leaders patriotes, parce que la base, en fait, c'est le patriotisme. Quand on aime son pays, on ne pose aucun acte pouvant lui porter préjudice. Quand on est un patriote, un vrai patriote, on est un exemple pour ceux qui sont sous son autorité. Okay? Donc quand nous avons des leaders patriotes, à partir de ce moment-là, tous les Sénégalais vont devenir des personnes vertueuses. On arrivera à construire une société vertueuse. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai mis l'accent sur la conscientisation des leaders étatiques et des leaders religieux. La diaspora sénégalaise, forte de son ancrage à l'international, a joué un rôle déterminant dans cette période critique. En organisant des campagnes de sensibilisation et en amplifiant les luttes locales sur la scène mondiale, elle a maintenu la pression sur les autorités et renforcé la cohésion des forces démocratiques. Cette mobilisation montre à quel point les Sénégalais de l'extérieur demeurent des acteurs essentiels dans le façonnement de la vie politique nationale. Et le 4e et le dernier élément, j'ai envie de rendre un hommage à la diaspora sénégalaise, qui pour moi a constitué en quelque sorte une réponse au moment où les acteurs locaux avaient été muselés et asphyxiés par des velléités politiques et par une façon plus ou moins subtile de leur priver la parole. La diaspora sénégalaise, nos compatriotes qui vivent en dehors du Sénégal ont compris que c'était un momentum, que c'était un moment important pour la démocratie sénégalaise et qu'il fallait agir. Il ne fallait plus rester dans son coin et ce qui se jouait était important et en réalité c'est notre avenir qui se jouait. Et cet avenir dépasse les politiques, cet avenir dépasse les partis politiques, cet avenir concerne les citoyens sénégalais de quelque bord qu'ils puissent se situer. Exactement. Et il y a aussi l'implication de la diaspora. Donc H24, il y avait des contenus sur ce qui s'est passé au Sénégal. Il y avait des spaces, il y avait des TikTok live, il y avait des Facebook live, juste pour parler de la situation, pour trouver des solutions. Donc ce qu'on devait faire dans le monde réel ou physique, qu'on ne pouvait plus faire, on l'a transposé dans le monde numérique pour essayer en fait de sauver un peu le Sénégal. On est ce qu'on est devenu par la conjonction d'énormément d'événements et d'actions et d'initiatives. À ces femmes-là et à ces jeunes aussi, filles et garçons, le message que je leur donne, c'est d'être présents.
La présence est utile. Je disais tantôt, à côté de la presse, il y a les réseaux sociaux, il y a d'autres acteurs qui donnent des informations. Mais à côté de la société civile classique aussi, il y a d'autres qui sont des activistes, qui sont des influenceurs, comme on les appelle, mais qui aussi jouent leur rôle, qui souvent supplantent même la société civile. La jeunesse sénégalaise a arraché le pouvoir. Moi, c'est ça ma compréhension. La jeunesse sénégalaise a arraché le pouvoir en portant aux plus hautes fonctions des personnes de la quarantaine qui ont un horizon de développement humain et personnel relativement impressionnant par rapport à nous autres qui sommes dans la phase descendante. Et ça, la jeunesse sénégalaise doit savoir en tirer profit pour l'inscrire dans la durée. Il ne faut pas que nous cédions à la tentation pour certaines personnes de dire oui, ils sont inexpérimentés, oui, comme si l'expérience c'était quelque chose d'acquis. Non, ça s'acquiert. Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Les dirigeants de ce pays, pour jeunes qu'ils soient, ont eu les formations idoines, ont eu les trajectoires dans la fonction publique idoines, et ils sont ouverts sur le monde et aptes à conduire ce pays vers le développement. Alors la jeunesse sénégalaise, la première des choses sur laquelle il faut insister, c'est la formation. On est dans un monde où il faut du savoir-faire. Mais ce savoir-faire, il doit être adossé à un savoir-être, ce qui renvoie à l'éducation familiale, qui forge des valeurs qui vous permettent, quel que soit le pays où vous êtes, de faire la différence. Il y a aussi le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est aussi, ça s'acquiert un peu à l'école, c'est l'urbanité, c'est le respect des convenances. L'insulte ne fait pas partie du savoir-vivre. Un certain nombre de comportements liés au non-respect de l'environnement, à la pollution par les ordures, à la pollution sonore, sont des comportements déviants qui, dans une société organisée, sont amoindris. Et pour en arriver à avoir cette conversation, ce dialogue, mais il faut un fil conducteur qui permet à l'information de circuler, qui permet d'établir la communication. Et ça, c'est d'abord la langue. Nous avons la chance d'avoir une langue nationale qui est parlée par presque tous les Sénégalais et qui, aujourd'hui, permet d'avoir ce ciment-là et constitue ce ciment. Et en même temps, l'aimant qui nous rassemble les uns les autres, mais qui est une magnifique alchimie qui nous permet de transcender nos différences, de transcender nos incertitudes, de transcender nos positions politiques, de transcender, j'allais dire, nos intérêts particuliers, de transcender les gains, de transcender tout ce qu'on pourrait citer. Cette alchimie, ce pouvoir-là, c'est le Wolof. Nous communiquons, nous arrivons à communiquer. Et le Wolof est tellement puissant, rempli de mots avec tellement de profondeur et de sens. Quand on parle de Jom, quand on parle de Ngor, quand on parle de Kersa, quand on parle de Teggin, quand on parle de Yité, quand on parle de Paspas, quand on parle de Pastef, mais c'est rare d'avoir des équivalents, des synonymes dans une autre langue. Et c'est riche, extrêmement riche. On n'en saisit pas souvent le sens. Donc, compte tenu du passé de ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils ont montré au service de l'État leur intégrité, et compte tenu du fait que ce sont de vrais croyants, moi je suis sûr que nous aurons un retour vers l'orthodoxie, et je suis sûr que les règles et principes de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme, de la gestion vertueuse des ressources humaines, de la transparence dans la gestion des ressources humaines vont être respectés. Nous allons pour la première fois implémenter un programme de préparation des femmes pour les élections législatives qui arrivent, mais un programme de formation en leadership politique, mais en Wolof, en alphabétisation fonctionnelle. Ce trait d'union, ce courant électrique qui nous lie et qui nous alimente en énergie positive,
qu'est la langue déjà que nous partageons et que nous acceptons de partager. Ça fait partie de notre démocratie. Ensuite, le rôle de ces régulateurs sociaux-là est porté par la foi. La foi par rapport à la religion, bien entendu. Mais la foi par rapport à notre pays et l'amour du pays, et l'amour de cet espace que nous partageons. Le Sénégalais ne prend pas le Sénégal juste comme une nation. Le Sénégalais prend le Sénégal comme son pays. Le pays, le peuple précède, existe avant l'existence d'une nation. Une nation est créée par un peuple. Et donc une nation vient après l'existence d'une volonté commune de constituer un peuple, mais un peuple n'est pas régi par des textes, ni par une législation, ni par un cadre institutionnel. Un peuple est régi par des liens séculaires, mais des liens sociaux, des liens culturels, la foi, des liens religieux, des liens sanguins, des liens de fraternité, de cousinage. Et ces liens-là, aujourd'hui, nourrissent nos relations, nourrissent le pays que nous sommes et le peuple que nous sommes devenus. Nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on s'apprécie mutuellement. Et donc, le rôle de ces régulateurs sociaux est aussi soutenu par le fait que nous tous, nous appartenons à ces familles-là. Qu'on soit du clergé, nos amis chrétiens, ou qu'on soit musulmans, nous appartenons à ces familles. Et le fait d'accepter de partager ces appartenances pour en faire ensuite un commun, c'est cela aussi le poids qu'ils peuvent porter à travers leur prise de parole et à travers leurs agissements. Ils ont agi dans l'ombre, ils continuent d'agir dans l'ombre, et ils ont agi à un moment crucial où on avait besoin de support. Et nous tous, nous avons senti le pouvoir qu'ils ont eu, que ce soit sur nous, sur les acteurs politiques, voire les institutions de cette République. La République du Sénégal, elle n'est pas que institutionnelle. Elle est aussi sociale, culturelle et culturelle. L'élection du président Bassirou Diomaye Faye, fruit d'une transition démocratique pacifique, marque un tournant majeur pour le Sénégal. Dans la mesure où il a été élu démocratiquement. Et c'est la conséquence aujourd'hui de la réponse du peuple sénégalais qui, face à un problème, à une impasse, a apporté une solution démocratique, pas une solution téméraire ou violente. Cependant, la consolidation de ces acquis restera un défi permanent. Une population engagée, des institutions républicaines, des médias crédibles, une diaspora vigilante et d'un dynamisme efficient, ainsi que des régulateurs sociaux forts, continueront d'être au cœur de cette dynamique. Voilà, je voudrais remercier et féliciter donc Africtivist, le professeur Sylla Sow. Je crois qu'on a besoin d'outils. Ça, c'est un outil supplémentaire que nous avons pour le corpus électoral, pour la société civile. Et le travail qu'Africtivist fait pour informer, continuer à former nos jeunes aussi est extrêmement important pour nous, parce que la société, c'est l'ensemble. Il y a un groupe qui gouverne, mais il y a un groupe également qui fait que les choses arrivent. Et la société civile fait partie des groupes qui font que les choses se réalisent, parce que l'articulation entre le gouvernement et la communauté se fait par la société civile. Et plus la société civile est formée, et mieux elle est formée, mieux ça vaudra pour l'évaluation du travail du gouvernement au sein de nos communautés. Il y a eu aussi, en fait, à partir de 2022, il y a eu des initiatives avec d'autres membres de la société civile. On a eu Diamagun 3e mandat contre le 3e mandat pour que Macky ne se représente pas. Ensuite, il y a eu les Forces Vives 24, qui était une initiative dirigée par la société civile, mais aussi il y avait tous les autres acteurs de la société. On a, pendant cette crise-là, fait une analyse
quels étaient en fait les problèmes fondamentaux qu'on avait par rapport qui portaient atteinte aux droits fondamentaux. Donc on a un diagnostic du cadre légal sénégalais qu'on a publié avec des recommandations pour une réforme en fait de certaines lois pour davantage ancrer le respect des droits fondamentaux des citoyens, notamment l'accès à Internet. On a porté plainte contre l'État du Sénégal au niveau de la Cour communautaire de la CEDEAO parce qu'ils ont coupé Internet pendant en fait, les différents juin, juillet, août 2023. Donc nous attendons d'avoir des informations par rapport à ça. On a publié un livre blanc sur la limitation des mandats, pourquoi limiter, pourquoi ne pas limiter, et donner des recommandations concrètes par rapport à la situation du Sénégal, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et on a fait aussi un film documentaire qui s'appelle Sénégal, un pouvoir de mandat, qui revenait un peu sur ce que c'est la démocratie, quelles sont les valeurs démocratiques, et surtout en fait démontrer que les valeurs démocratiques ne sont pas étrangères à l'Afrique et aussi au Sénégal, parce qu'il y a eu des royaumes où il y a eu des exercices de la démocratie qui se faisaient. En résistant à toutes ces nouvelles menaces qui ne manqueront pas de surgir pour fragiliser l'unité nationale. Tandis que la sous-région est secouée par les crises politiques et sécuritaires, le Sénégal devra réinventer ses alliances internes et externes pour préserver sa stabilité. Et donc, je pense qu'à partir de cela, quelque chose peut se bâtir. Une synergie peut se faire entre le président sénégalais et tous les autres présidents des pays sahéliens. Et peut-être pour moi, leur permettre, ou en tout cas les convaincre, à ne jamais quitter le giron sahélien, je veux dire le giron de la CEDEAO, parce que je pense qu'à l'heure des synergies, à l'heure des grands ensembles, il mieux vaut additionner que de soustraire. Et je pense que ça aussi c'est possible parce que le Sénégal a une tradition diplomatique. Le Sénégal est présent, malgré la petitesse de sa géographie, dans les problématiques du monde. Le Sénégal aujourd'hui a une voix qui pèse. Et je pense que ça c'est important. Et aujourd'hui, le président de la République s'est inscrit dans cette tradition-là. C'est une très bonne chose. Ce que le Sénégal peut faire, le Sénégal a un rôle naturel de médiateur, il faut le dire. Les autorités sénégalaises, qu'on le veuille ou non, ont pu mettre en place un système diplomatique vraiment très performant, admiré par beaucoup du Sud comme du Nord, des pays du Nord. Et cette machine diplomatique, quand on la mettait en branle, elle arrivait à aider à amoindrir un certain nombre de coûts que l'on observait ou que l'on voyait venir. On a des diplomates de première classe qui sont très très bien formés, qui connaissent le produit qui est le multilatéral, mais qui connaissent également les structures qui génèrent le produit. Dans une société, dans un monde qui bouge, tout le monde doit s'interroger. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. On ne peut pas se cramponner sur des certitudes pensant que tout est bien, tout est OK, alors que le monde bouge. Et je pense que ça bouge très rapidement. Le Sénégal peut et doit être, à mon avis, une vitrine de l'Afrique sur le monde. On n'a pas le choix. Et au-delà de parler du Sénégal, nous avons l'obligation de sauver la démocratie. Parce qu'on n'a pas à côté un autre système aussi, j'allais dire, performant que la démocratie. Et nous devons savoir une chose. La démocratie ne peut être sauvée par rien d'autre. Elle ne peut être sauvée que par elle-même, par la démocratie. Le chemin vers une démocratie durable passe par l'engagement constant de chaque citoyen. Ces petites victoires, qui passent par le respect de l'état de droit, des processus de transition démocratique, des alternances politiques, le respect de la Constitution et surtout le respect scrupuleux de la limitation des mandats présidentiels à 2, constituent les seules réponses politiques que nos démocraties doivent apporter à l'appel de la CADEG, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Étant déjà signataire de cette charte,
Et dans cette logique d'une nation progressiste sur les cadres normatifs régionaux et continentaux, le Sénégal devrait s'atteler à la ratifier. Car au fond, la démocratie est un voyage sans fin. Et c'est ensemble que les Africains continueront à écrire leur histoire.